Bonjour à tous. Je suis Rodney Amematekpo, DGA de Amtech Financial Solutions, qui est une intermédiaire en opération de banque. Pour dire plus facilement, on est comme des courtiers en banque et établissements financiers. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment, on accompagne, on a aussi une structure d'appui et d'encadrement des PME. Donc, dans nos tâches quotidiennes, on structure des financements, on accompagne, on renforce les capacités des PME jusqu'à l'obtention de financement, et on fait aussi un suivi post-financement. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons couvrir la thématique de tous les outils bancaires qui sont adaptés aux PME. Donc c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. On va commencer par l'entrée en relation avec les institutions bancaires, les différents comptes qui sont disponibles pour les PME, et aussi les différents instruments de paiement, et plus important, les instruments de financement. Je sais que ça va être une question, c'est ce qui intéresse beaucoup les PME. D'accord. Donc, et on va couvrir aussi les différents aspects juridiques liés au financement, et aussi quels sont les éléments clés à avoir dans une demande de financement. Parce que ça, c'est une problématique récurrente des PME qui, quelquefois, ne font pas des demandes de financement appropriées à leur activité. Donc, souvent, lorsqu'il y a des rejets dans les demandes de financement, ce n'est pas forcément… Une des raisons, quelquefois, c'est parce que le financement demandé n'était pas forcément adapté. Il y a différents types de financement qui sont peut-être mieux adaptés à votre activité comparé à ce que vous avez demandé, clairement. Donc, comme je disais tout à l'heure, bien évidemment, il y a des sujets qui seront plus, que vous connaissiez déjà, comme des comptes courants, etc., des DAT. Donc, sur certains sujets, je vais aller un peu plus rapidement comparé à d'autres. D'accord? Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que j'aimerais que ce soit une session interactive. Donc, je suis ouvert à des questions pendant même que je fais ma présentation. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller ou à m'interrompre avec des questions. Le but, c'est vraiment de vous accompagner et de répondre dans la meilleure du possible à toutes vos questions. Alors, on débute avec l'entrée en relation avec les institutions bancaires. Alors, bien évidemment, 2 secondes s'il vous plaît. L'entrée en relation avec une banque se matérialise par… la banque va vous demander les statuts de l'entreprise, les PV de l'Assemblée générale si besoin, si c'est une SARL ou si c'est une SA, le PV de l'organe de gestion, nommant l'exécutif, etc. Je suis sûr que vous, en tant que PME, vous avez eu l'opportunité d'ouvrir un compte bancaire, et bien évidemment, une des parties des documents demandés couvre ce que je viens de dire. Vous avez eu aussi l'opportunité de donner un plan de localisation de l'entreprise, ce qui permet bien évidemment à la banque de savoir où est-ce que vous êtes situé, etc. Et aussi, ce qui est de plus en plus récurrent, il y a ce qu'on appelle le bureau de crédit à l'information, qui est un organe de la Banque centrale qui retrace un peu votre parcours bancaire et plus spécifiquement si vous avez eu des impayés, etc. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de se faire accompagner en tant que PME afin même d'éviter des situations où vous êtes, par exemple, à défaut de paiement. Parce qu'après plus de 3 défauts de paiement, vous serez sans doute inscrit dans le bureau de crédit à l'information,
et cela peut vous poser des préjudices dans le futur. Ce point-là, c'est vraiment les relations de la banque avec les autres institutions. Alors, la raison pour laquelle je demande et je conseille aux PME de se faire accompagner, c'est que nous, en tant que structure d'appui et d'encadrement, on peut vous aider à rédiger, si jamais il y a des difficultés, on peut vous aider à rédiger, à correspondre avec la banque et à trouver un terrain d'entente afin, ça peut être une restructuration, des arrangements peuvent être trouvés afin que vous ne soyez pas retrouvé, votre nom ne soit pas retrouvé dans ce rapport-là qui peut vous porter préjudice. Parce que s'il y a des impayés et votre nom est dans ce rapport-là, cela va témoigner de mauvaises relations avec les entités bancaires et cela peut porter préjudice pour d'autres types de financement. Bon, ça, c'était un petit bémol sur les relations entre l'entreprise et les autres institutions. Alors, comment se matérialise, bien évidemment, cette relation? C'est par l'ouverture d'un compte. D'accord? Vous avez rempli il y a les documents de signature, formulaire de signature, demande d'ouverture de compte, etc. Identifier, bien évidemment, la personne qui va avoir pouvoir de faire des décisions sur ce compte-là, etc. Alors, on passe à les principaux comptes pour les personnes morales, donc des entreprises. Comme j'avais dit tout à l'heure, bien évidemment, il y a le compte courant que vous devez tous connaître, qui est un dépôt, le compte courant est vraiment un compte à dépôt à vue. C'est-à-dire que le dépôt est accessible à tout moment. Donc, le compte courant, bien évidemment, enregistre les opérations, les virements, etc. Normalement, sauf si vous avez un accord préalable, le compte courant ne vous autorise pas à aller à découvert. Certains comptes, après avoir utilisé, avoir fait fonctionner le compte pour une certaine période, ou en fonction de la relation de votre relation avec votre banque, vous pouvez avoir l'opportunité d'avoir des découvertes. Mais en temps normal, le compte courant n'est pas supposé être débiteur. OK. Alors, les relevés de compte. Maintenant, avec l'arrivée des nouvelles technologies, on n'est pas forcément obligé d'aller en banque et de se faire imprimer un relevé de compte. On peut l'avoir même sur le téléphone, sur l'ordinateur. Vous avez qu'à aller dans le système de la banque et vous enregistrer, etc., pour avoir l'accès à votre relevé de compte. Mais il est fort important de noter que la banque a une obligation vraiment de mettre ces relevés de compte à votre disposition au minimum une fois par mois. Voilà. Il y a vraiment une obligation pour les banques de mettre ces relevés de compte-là à disposition. Ça, c'est la date de valeur. Ça, c'est vraiment une date importante à connaître et parce que plusieurs PME, quelquefois, ont des difficultés pour tenir les différents comptes. C'est-à-dire que j'ai émis un chèque, alors, ou j'ai déposé un chèque. Quand est-ce que ce chèque-là sera, quand est-ce que le montant sera disponible sur mon compte? Avant, si par exemple, je reçois un chèque, je le dépose sur mon compte, combien de temps il faut que j'attende avant de pouvoir émettre un autre chèque à un de mes fournisseurs, par exemple? Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les PME. Il faut vraiment comprendre ce genre de délai. Alors, la date de valeur d'une opération est la date de prise d'effet comptable de l'opération. Une opération de versement faite au jour J prendra effet au jour plus 1. D'accord? Une opération de retrait ou de paiement faite au jour J prendra effet au jour J-1. D'accord? Et il est très important de dire que les chèques ont un élément de paiement à vue. Donc, en temps normal, lorsqu'on émet un chèque, il faut, à une date précise, il faut qu'il y ait déjà de la disponibilité
sur ce compte-là avant de le mettre. Parce que normalement, un chèque, c'est un outil de paiement à vue. Voilà. Donc, le chèque présenté à jour J en compensation prend effet au jour J plus 2. Alors, un chèque payable hors place prend effet, on va dire, jour plus 7. Bon, ça peut être beaucoup moins, quelques jours moins que ça. Donc, sans faire de cours de comptabilité, mais on va couvrir un peu le débit crédit et du fonctionnement des comptes, donc compte courant. Donc, on prend l'exemple d'une personne, une personne morale, donc une entreprise, a dans son compte un solde de 5 000 francs. Bon, on espère que c'est beaucoup plus. Bon, on va dire 5 000 euros, ce serait beaucoup plus intéressant. Alors, le 13 août, il fait une opération de versement de 10 000 francs et le même jour, il retire, il fait un retrait de 7 000 francs. Alors, comment est-ce que la banque va comptabiliser ça? D'accord? Donc, le solde de départ, c'est 5 000, donc un crédit de 5 000. Alors, il y aura un autre débit de 7 000 francs. Donc, le solde, le jour J, sera un solde négatif. Pour après, jusqu'au 14, lorsqu'il aura un autre crédit de 10 000 francs pour un solde positif de 8 000. Donc, c'est un peu, il faut que garder en tête cette comptabilité de débit et crédit. D'accord. Plus important, aussi important, c'est le calcul des AGO. Parce qu'on se plaint souvent des différents AGO qui sont prélevés sur nos comptes, nos différents comptes. Alors, il serait bien de connaître, d'avoir une idée de comment ces AGO-là sont calculés. Donc, de manière générale, le taux d'intérêt débiteur, il est fixé, bon, bien évidemment, par la banque. En fonction des différents volumes de transactions que vous faites avec votre banque, etc., il est possible que vous pouvez négocier ces AGO-là. Généralement, ils avoisinent autour de 15% sur les intérêts, parce que les AGO sont calculés sur différentes bases de calcul. Donc, ce n'est pas 15% du montant que vous déposez en banque, ça c'est clair. Par exemple, si on prend disons, vous prenez un crédit de 8%, ces AGO-là seront calculés sur les intérêts que vous allez payer à la banque. OK. Donc, ils tournent autour de 15%. Alors, si on se base sur les éléments dont on a discuté tout à l'heure, on peut faire une petite simulation sur le calcul des AGO. D'accord? Donc, les intérêts hors taxes, on a dit 2 000 francs, on multiplie ça par 15, et fois 2, et fois 3 000, on se retrouve à autour de 1,67. On ajoute aussi les taxes, parce que les taxes, la TOB est généralement autour de 10% sur les intérêts. Donc, pour cette transaction-là, les AGO seront autour de 1 837 francs. Alors, le compte de dépôt à terme, communément appelé DAT. Alors, qu'est-ce qu'un DAT? C'est une personne morale dans une entreprise, j'espère, peut avoir un excédent en trésorerie, ce que je vous souhaite fortement, qu'elle cherche à placer. Donc, vous avez un excès en trésorerie et vous cherchez à fructifier cet excès en trésorerie-là. Donc, vous pouvez demander à la banque de vous proposer les différentes tranches de rémunération des DAT qu'elle a. Donc, un DAT est une épargne bloquée sur une période minimale de 3 mois. Oui, c'est minimal de 3 mois, mais excusez-moi, il peut aller jusqu'à 7 ans. Mais communément, le maximum qu'on voit généralement sur le marché est de 61 mois, donc disons de 5 ans. Mais 61 mois, pourquoi? Parce que lorsque on dépasse, je crois que c'est après la 61e année, 61, après le 61, 60 plus un mois, il y a une petite pénalité
Donc, généralement, c'est une raison pour laquelle la majorité des DAT ont une durée maximum de 61 mois, juste pour une question d'optimisation fiscale. Donc, vous allez voir ça souvent. Moi, en tant que IOB, on accompagne plusieurs entreprises à, quand je dis IOB, en tant qu'intermédiaire en opération de banque, on a plusieurs entreprises institutionnelles ou commerciales qu'on conseille pour des DAT, etc. Et généralement, c'est toujours autour de 61 mois maximum. D'accord? Donc, la rémunération, mais avant, c'est un placement. Donc, la rémunération de cette épargne est faite au taux d'intérêt qui est supérieur à celui du compte d'épargne ordinaire. Donc, bien évidemment, parce que vous placez cet argent. Donc, cet argent, techniquement, vous ne pouvez pas le toucher jusqu'à une certaine période de maturité. Donc, bien évidemment, la rémunération sera beaucoup plus élevée qu'un compte d'épargne classique. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on calcule le DAT? On calcule le DAT, la rémunération brute est négociée, bien évidemment. On calcule la taxe proportionnelle sur les revenus immobiliers à verser. Donc, généralement, il tourne autour de 16,5%. Alors, quels sont les différents instruments de paiement? La question est de savoir pour une personne, de savoir comment une personne morale pourrait-elle payer ses fournisseurs. Donc, comment une PME peut payer ses fournisseurs. Bon, bien évidemment, il y a le paiement en espèces. Bon, ça, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. C'est vraiment la disponibilité en liquidité. Vous avez de l'espèce. Il y a le paiement par virement, donc par virement bancaire de compte à compte. Vous faites un ordre de virement de votre banque à celle de vos fournisseurs, etc. Bien évidemment, il y a aussi le paiement par chèque. D'accord? Mais un autre outil qui est utilisé aussi, mais qui n'est pas aussi populaire que d'autres, c'est payer par un effet de commerce. Alors, qu'est-ce qu'un effet de commerce? Il s'agit d'un règlement qui se fait à des dates, à des échéances fixées et négociées ou entendues entre deux parties. Bon, un ordre de virement, je pense qu'une bonne majorité de vous avez eu à faire des ordres de virement. Bon, il y a vraiment des mentions principales qu'il faut avoir, notamment la date de l'ordre de virement, le numéro de compte, bien évidemment les montants en chiffres et en lettres, excusez-moi, l'intitulé du bénéficiaire, la banque, bien évidemment, qui est domiciliateur du virement et la signature du donneur d'ordre, à peu près comme un chèque. Voilà. Même ces ordres de virement, là, il y a différents types d'ordres de virement. D'accord? Il y a l'ordre de virement irrévocable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le modifier. Si vous avez eu comme des domiciliations, si vous avez déjà eu à faire pour vos employés des domiciliations de salaire irrévocables, c'est-à-dire que vous informez la banque que vraiment c'est irrévocable, vous allez toujours virer un ou tel salaire dans les livres de leur banque. Et l'annulation, si jamais vous annulez, vous devez informer, c'est après accord avec ces parties-là. D'accord. Il y a un ordre de virement aussi, c'est qui est permanent. D'accord. Si par exemple vous avez des factures récurrentes ou des virements récurrents avec vos fournisseurs ou vos achats, vous pouvez faire un virement permanent dont vous fixez les dates. D'accord. L'ordre de virement, bien évidemment, il y a des ordres de virement ponctuels et il y a le transfert. Il y a un virement dont le bénéficiaire et sa banque se trouvent dans un autre pays ou dont la monnaie et la devise est différente. Voilà. Donc, on fait un transfert international. Donc, vous allez utiliser le code SWIFT, le IBAN, le numéro IBAN, etc. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur le chèque. Bon, c'est vrai qu'il y a le chèque. Tout détenteur d'un chèque peut réclamer le paiement immédiat à la banque de paiement. D'accord. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut faire très attention
normalement, un chèque est un instrument de paiement à vue. C'est avec un souci de, je vais dire de technologie, que quelquefois, ici, en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire, nous déposons un chèque et il faut attendre 1 ou 2 jours avant qu'il se fasse son caissier. Moi, je me rappelle dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, quelquefois même au supermarché, il y a des possibilités, lorsque même tu payes par chèque, que ton compte soit débité automatiquement. Donc, il y a certaines entreprises il y a certains mécanismes qui permettent d'encaisser techniquement un chèque immédiatement. Ce qui n'est pas vraiment encore vulgarisé ici, mais je pense qu'avec les différentes technologies qui arrivent, peut-être que les paiements en chèque vont être un peu révolus ou vraiment être informatisés. Pour être valide, bien évidemment, pour être valide, le chèque doit porter certaines mentions, notamment le montant, etc., le nom de la personne bénéficiaire, la date d'émission de chèque qui est très importante, la signature du tireur, le numéro de compte et l'intitulé du tireur. Il y a un chèque barré et ou non barré. Je sais que beaucoup de PME ont toujours une bonne préférence pour un chèque non barré qui peut être vraiment endossable assez rapidement et n'a pas besoin, ou on n'a pas forcément besoin de déposer ce chèque sur notre compte. Alors, lorsque le chèque, bon, une définition assez rapide, lorsque le chèque ne porte pas de barrement, on dit que le chèque est non barré. Cela signifie qu'il peut être payé au guichet de la banque de la banque à son légitime bénéficiaire. Certaines institutions ont des montants maximum qu'elles acceptent avant de payer ou elles demandent une confirmation. Généralement, quand vous faites un chèque au-delà de 1 million de francs CFA, la banque va toujours vous appeler, vous contacter afin que vous confirmez que c'est bien vous qui avez fait ce chèque-là. Alors, dans ce cas, dans le cas où un chèque porte un barrement matérialisé par donc un chèque barré par 2 traits parallèles, ce chèque-là devient un chèque barré. Et la durée de vie d'un chèque est de 3 ans et 2 semaines. D'accord? Le chèque de garantie est considéré en jurisprudence comme un chèque sans provision et le tireur le bénéficiaire peuvent être condamnés au même titre. Donc, il faut vraiment éviter de faire des chèques sans prévision. Et je vais réitérer encore ce que je venais de dire. Un chèque est un élément de paiement à vue. Donc, techniquement, lorsque vous l'émettez, vous devez avoir la disponibilité sur le compte. Bien évidemment, je sais que dans ma pratique, quelquefois, il y a des gens qui émettent des chèques avec des dates antérieures, qui changent des dates, etc. Mais techniquement, lorsque vous émettez un chèque à une certaine date, il doit être émis sur un compte qui a de la provision. Alors, qu'est-ce que le chèque certifié et le chèque de banque? Alors, donc, vous, en tant que PME ou en tant qu'entreprise, lorsque vous voulez vous prémunir, voilà, d'un risque de non-paiement, d'accord? Vous avez fait des travaux et un de vos clients, vous payez par chèque. Vous pouvez exiger d'être payé par un chèque certifié ou un chèque de banque. Alors, qu'est-ce que la certification? La certification d'un chèque, c'est l'engagement, c'est que la banque va prendre un engagement, c'est l'engagement que prend la banque du tireur de payer cette valeur à sa présentation, à la présentation. Donc, c'est-à-dire que ce chèque-là le chèque émis, un chèque certifié, il n'y a pas de possibilité qu'il soit un chèque sans provision. D'accord? Donc, ce ne sera pas un chèque communal appelé un chèque en bois. Donc, elle est matérialisée par un cachet de certification et par les signatures autorisées de la banque, avec la signature des signataires autorisés apposés au verso du chèque. D'accord? Donc, lorsque vous avez un chèque certifié, vous pouvez vous dormir tranquille et savoir que ce chèque-là, vous pouvez le déposer et il y aura des provisions là-dessus. Alors, le bénéficiaire d'un chèque certifié devra toujours vérifier. Bon, c'est clair que
même s'il y a eu le cachet, vous pouvez aussi vérifier auprès de la banque du tiré que ce chèque certifié est bien évidemment de sa provenance. Il y a aussi des chèques de banque. Un chèque de banque appartenant à la banque, c'est celui-ci peut, à la demande de son client, émettre son chèque en règlement d'un fournisseur. Ce dernier est rassuré parce que la banque ne saurait mettre en doute la validité. Un autre outil qui est la lettre de change ou les effets de commerce. Par exemple, un fournisseur vous a livré sa marchandise à vous qui êtes un opérateur économique. Et le règlement est prévu à terme. Donc, vous avez dit, par exemple, je livre la marchandise, je suis payé à 30 jours. Il y a une date qui est fixée. D'accord? Le fournisseur donc, émet un document par lequel l'opérateur s'engage à payer à payer l'échéance fixée par le montant de la créance. D'accord? Ce document accepté est signé de l'opérateur donc de l'entreprise porte la domiciliation du règlement. Donc, ce document, c'est ce qu'on appelle un effet de commerce. Alors, il y a certains aspects juridiques de l'effet de commerce. Et donc, l'effet de commerce est donc la résultante d'une transaction commerciale matérialisée par une commande, un bon de livraison, une facture. Donc, l'effet de commerce n'est valide que si elle est justifiée ou est causée. Tout effet de commerce non justifié est un effet de cavalerie. Donc, il faut que tout effet de commerce vraiment ait une justification. L'effet de commerce est transmissible par endo comme le chèque. À échéance, la banque du tireur présente l'effet en règlement à la banque du tiré. Si l'effet de commerce n'est pas payé par le tireur, le tireur doit faire un protrait par conseil juridique afin de rentrer dans ses créances. C'est-à-dire que, bon, si jamais on vous a donné un effet de commerce et vous le déposez et pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas rentré en possession de votre créance, vous pouvez vous approcher d'un conseil juridique, etc. Le protrait, c'est ce qu'on appelle le protrait, c'est une action juridique en recouvrement. Parce que l'effet de commerce a été établi, donc il est justifié. Donc, vous devez recevoir votre paiement. D'accord? Le tiré peut solliciter du tireur une prorogation d'échéance. S'il y a eu des difficultés, c'est possible d'avoir des négociations. Donc, vous pouvez discuter et négocier une prorogation d'échéance. Dans ce cas-là, il y aura une nouvelle traite qui va être émise en remplacement bien évidemment de l'ancien effet de commerce. Alors, il y a aussi l'effet de commerce avalisé. Là, c'est lorsque votre fournisseur veut se prémunir contre le risque d'un impayé. C'est toujours un peu l'idée derrière, et éviter d'être à être impayé, parce que je sais qu'en tant que PME, en tant que PME ou entreprise, toute entreprise veut éviter d'avoir le risque d'impayé parce qu'il va vraiment impacter négativement sa trésorerie et ça peut engendrer d'autres problèmes avec effet boule de neige. Alors, lorsqu'il veut se prémunir contre le risque d'impayé, il sollicite que les faits soient avalisés par la banque du tiré. Donc, vous avez sans doute entendu parler des traites avalisées, etc. L'aval, c'est donc l'engagement par signature que la banque du tiré, que prend la banque du tiré de payer la valeur à présentation et sans discussion. Voilà. C'est très important. Donc, une traite avalisée, c'est vraiment qui a été confirmée par la banque. Elle ne peut pas refuser de payer. Elle va payer sans discussion. Il est matérialisé par la forme usuelle. Vous allez sûrement le voir, ou eu déjà l'occasion de le voir sur les traites avalisées. Bon pour aval à concurrence de tel montant. Et il y a un cachet de la banque avec les signatures des signataires autorisés. D'accord. Je regarde assez rapidement. Est-ce que, par exemple, il y a des questions pour l'instant? Non. D'accord. Alors, quels sont les principaux instruments de financement?
Ça, c'est une partie, c'est généralement la partie dont les PME prêtent le plus d'attention. Plus d'attention. Donc, bien évidemment, il y a le crédit amortissable. Alors, qu'est-ce que le crédit amortissable? Le crédit amortissable est un prêt dont le remboursement se fait sur une périodicité déterminée. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça peut être même annuel, dont la durée du remboursement est fixée. Je vous encourage vraiment de vous faire accompagner, comme je dis, par nous, en tant qu'intermédiaire en opération de banque ou autre structure d'accompagnement, parce que dans la même négociation de ce crédit-là, un crédit amortissable, c'est clair qu'il y a des mensualités, etc. Mais en fonction du projet, vous pouvez demander, par exemple, si c'est la construction d'une unité de transformation, etc., vous pouvez vraiment demander une période de, c'est-à-dire une période de report, c'est-à-dire au lieu de payer immédiatement les intérêts, vous aurez peut-être 3 à 6 mois ou plus en fonction du temps que votre investissement va prendre pour se matérialiser, etc., avant de commencer à payer. Donc, c'est vraiment important d'utiliser les meilleurs atouts qui sont adaptés à votre projet. Voilà. La périodicité est déterminée bien évidemment par les moments de disponibilité des ressources de l'emprunteur. Donc, avant de s'engager pour un paiement soit mensuel ou trimestriel, il faut vraiment regarder votre trésorerie, votre cash flow. Et si par exemple, vous, en tant qu'entreprise, vous êtes payé par mois ou chaque 3 mois, il serait bien intéressant d'obtenir un crédit amortissable qui est payable aussi de manière mensuelle ou trimestrielle. Parce que lorsqu'il y a une différence conséquente entre lorsque vous recevez les fonds et lorsque vous devez faire sortir de la ressource, cela peut vraiment créer une tension de trésorerie qui est à éviter dans la mesure du possible. Alors, donc, évidemment, la durée du remboursement est fixée, etc. Le crédit amortissable bien évidemment, se matérialise par un tableau d'amortissement qui donne sur la durée du remboursement et par échéance. Et vous allez voir vraiment la différence entre la part du principal, et que le principal du crédit que vous remboursez, et la partie intérêt. Intérêt, eux aussi, il y a une partie taxe, donc la TOB, la taxe bancaire. Alors, à quel escient le crédit amortissable est utilisé? Le crédit amortissable est un instrument utilisé lorsqu'il faut acquérir un bien ou un actif immobilisé. D'accord? Généralement des équipements, des machines, des stocks à faible rotation, immeubles, construction, etc. D'accord? Donc, si vous voulez acheter des équipements, acheter des machines, etc., pensez plutôt à un crédit amortissable. La mesure, OK, à court terme, donc court terme, c'est toujours inférieur ou égal à 2 ans. Donc, lorsqu'on dépasse 2 ans, on passe du moyen terme et après du long terme. Alors, on a discuté des traits tout à l'heure, lorsque vous avez accès à un crédit amortissable, la banque vous fait signer des traites que le nombre des traites sur le nombre qui matérialise la créance en fait, des traites sur le montant mensuel, le nombre d'échéances, etc. Et donc chaque fois qu'une échéance est honorée, la traite correspondante est restituée à l'opérateur. Bon, ça c'est un peu pas forcément avec les nouvelles technologies, mais bon, concrètement, c'est ce qui marque, c'est le fonctionnement du crédit amortissable. Alors, il y a le tableau, comme j'avais discuté, le tableau d'amortissement des échéances, d'accord? Et il y a un tableau, on peut aussi avoir un tableau d'amortissement constant du capital, différencier intérêt, capital. Donc, généralement, je vais vous montrer à peu près
à quoi un tableau d'amortissement ressemble. Donc, vous voyez l'échéance, vous voyez le long cours, il y a l'amortissement, d'accord, l'intérêt et les taxes. Donc, le total est de, disons, 104 125 francs. Vous avez 100 000 francs d'amortissement, d'accord. Donc, c'est l'amortissement capital. Vous avez 3 750 d'intérêt, d'accord. Et vous avez la TOB, la taxe, qui est généralement de 10%, hein, qui est sur l'intérêt. Donc, 375 francs pour la taxe. Donc, si on des chances 1, 2, etc. Donc, ça s'explique assez simplement. Donc, on a un exemple qui est cet exemple-là, c'est un remboursement en 3 mensualités. En 3 mensualités. Et il y a un tableau, je vous montre aussi un tableau de remboursement à échéance constante. D'accord. C'est-à-dire que chaque mois, ici, comme vous pouvez constater, les échéances fluctuent. Donc, le total diffère de mois en mois. Mais si vous avez l'opportunité d'avoir vraiment un montant constant qui serait peut-être plus adapté à votre activité, vous pouvez en faire la demande. Donc, cet exemple-là, le montant payable est le même chaque mois. Alors, quels sont les coûts et le risque d'un crédit amortissable? Bon, le crédit amortissable coûte moins cher que tout autre instrument de financement parce que le taux moyen est inférieur au taux nominal. En effet, par exemple, si la base de 15%, on considérera enfin le crédit que le taux moyen accumulé par rapport aux intérêts est d'environ 14%. Donc, c'est pour dire que généralement lorsqu'on dit le taux est de X montant, lorsque il a amorti, à la fin, vous allez voir qu'il y aura généralement une petite légère différence. Donc, cet instrument, c'est un instrument qui est considéré comme moins risqué pour la banque, car à chaque échéance, il y a une partie du principal et une partie de l'intérêt qui est remboursée. Quelles sont les garanties associées au crédit amortissable? Bon, comme vous devez si bien le savoir, il y a toujours, les banques demandent souvent des hypothèques, d'accord? L'hypothèque d'un terrain, ça peut être un bien bâti ou non bâti, la caution hypothécaire. Le nantissement du matériel, si jamais c'est pour le crédit amortissable que vous avez sollicité, c'est pour l'achat d'un équipement ou d'un matériel. C'est-à-dire que pendant la période de remboursement du crédit, ce matériel-là sera nanti au profit de la banque. Bien évidemment, il y a des assurances tout risque qui peuvent être des assurances, au type d'assurance qui peuvent être utilisées. D'accord, l'assurance tout risque, ça c'est, on se dit plutôt référence ici à un bien automobile, d'accord. D'autres types d'assurances peuvent être déléguées à la banque afin de garantir les différents crédits amortissables. Et il y a aussi, ce que vous devez connaître aussi, c'est ce qu'on appelle la caution personnelle et solidaire. La majorité, actuellement, une bonne majorité des banques demandent très souvent, même aux personnes morales, avec votre entreprise sollicite un prêt, ils vous demandent généralement de donner aussi votre caution personnelle et solidaire. C'est qu'en cas de non-remboursement de tel ou tel crédit, vous pouvez à titre personnel être responsable de ces crédits-là. Donc, il faut vraiment bien penser l'utilisation des différents crédits que vous prenez. Le leasing, d'accord, qui est un instrument de financement qui consiste pour la banque à acheter du matériel
ou l'équipement dont son client en a besoin et de lui donner la location sur une durée déterminée. Donc, nous, le leasing est un instrument vraiment qui est très intéressant pour les PME parce qu'il vous permet, en tout cas en termes d'achat d'équipements et d'automobiles, il vous permet, généralement, ce que vous devez faire, c'est que les factures pro forma vont devoir être faites au nom de l'établissement de crédit, donc de l'institution financière et votre nom. Donc, bien évidemment, entre guillemets, les papiers de la voiture seront au nom de la banque ou établissement financier. Et vous allez louer. Donc, chaque mois, vous aurez des mensualités, d'accord, jusqu'à à la fin de ce contrat-là. Donc, et à terme, à terme, vous avez l'option, toujours vous avez l'option d'acheter ce crédit-là ou cet équipement-là avec une valeur résiduelle. D'accord? Alors, quels sont les avantages? Au lieu de débourser, donc ce sont les loyers. Les loyers constituent des charges directes dans les livres comptables du client. La mise en place généralement de ce type de financement-là est assez rapide. Et il n'y a pas de problème de garantie parce que de toute façon, l'équipement est au nom de la banque. L'inconvénient, vraiment, c'est vraiment le taux d'intérêt est beaucoup plus élevé qu'un crédit normal. Je crois qu'il y a... Je regarde les questions de M. Didier Sengo. Nous avons reçu un préaccord d'une entreprise française pour l'acquisition de notre produit, encore au projet, même avec ce nous permet d'obtenir un financement bancaire. D'accord. On va parcourir les différents produits bancaires et à la fin, je vais répondre plus précisément à cette question-là. D'accord. Je retourne à... Ouais, donc, on était à la partie leasing. D'accord. Alors, quels sont les risques liés au leasing? Les risques liés au leasing sont la pérennité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise va vivre sur la durée? La viabilité du projet, la rentabilité, la solvabilité. Donc, bien évidemment, la question à savoir comment la banque s'en sortira en cas de survenance d'un risque. Que deviendra le matériel acquis? D'accord? Donc, comme je disais, c'est vraiment un type de financement qui, je trouve, qui est adapté aux PME, souvent qui ont des problèmes de trésorerie ou de pouvoir rassembler des ressources conséquentes pour pouvoir acheter tel ou tel bien. Donc, au lieu de prendre un crédit que vous allez débourser vraiment qui sera un peu plus lourd pour vous à supporter, vous pouvez prendre cette option de location. Hein. Bien évidemment, il faut qu'il y ait une rentabilité. Donc, vous devez vraiment voir, est-ce que en faisant ça, en payant X montant par mois, est-ce que je vais pouvoir générer des revenus conséquents afin de faire face aux différentes charges de leasing que j'aurai. Alors, il y a un autre outil de financement est aussi les avances ou le crédit spot. Donc, qu'est-ce que le crédit spot? C'est un instrument de financement consistant à un prêt ponctuel à échéance unique. Généralement, les crédits spot n'excèdent pas 12 mois et ils peuvent être aussi revolving. Donc, après l'échéance, c'est 6 mois ou 12 mois, vous pouvez redemander une mise en place. Donc, ce genre de prêts-là, c'est vraiment adossé à des produits à venir. Généralement, c'est par exemple, vous avez un bon de commande
confirmés, où vous avez des factures. Vraiment, c'est vraiment pour faire le crédit spot, comme le nom l'indique, c'est pour faire vraiment des opérations vraiment sur du court terme et à échéance unique. Alors, il y a différents types d'avances, d'accord? Il y a des avances sur produits nantis, d'accord? Vous le voyez souvent avant sur produits gagés, donc ASPG ou ASPN. Ça, vraiment, ça s'applique beaucoup dans le secteur agricole, disons dans un arcade, dans le café, cacao, l'EVA, tout ce qui est dans le domaine agricole. C'est vraiment comment est-ce qu'il fonctionne. Vous avez par exemple, j'utilise actuellement, c'est la compagnie EVA, vous avez un produit agricole qui est livré chez un acheteur, mais cet acheteur, lorsqu'il est livré dans cet espace-là, l'acheteur, d'accord, est obligé, dans le financement, d'avoir recours à un tiers détenteur. Donc, un tiers détenteur que la banque choisit, qui va confirmer, par exemple, si vous avez été livré 10 kilos, qui va confirmer qu'effectivement, c'est vraiment 10 kilos qui ont été livrés. Donc, il y aura des tickets de pesée, confirmation, etc. Et ce tiers détenteur-là doit informer la banque de la conformité de la livraison avant que la banque fasse le décaissement. D'accord? Donc, il y a aussi, donc pendant le temps que la marchandise est avec le tiers détenteur, etc., techniquement, il est nanti au profit de cette banque-là. Donc, il y a les avances contre marchandises. Les avances contre marchandises, il y a les avances sur encaissement ou communément appelés des crédits relais, et il y a aussi des crédits spot. Alors, quels sont les coûts et risques des avances? Bon, le coût d'une avance est plus élevé que celui d'un crédit amortissable de même durée en raison du fait qu'aucune partie du principal n'est amortie. D'accord? Le calcul des agios, on a couvert un peu, se fait de manière suivante. Bon, il y a les intérêts, plus en fonction de la durée du crédit, etc. Donc, en termes de risque, le risque est plus élevé aussi pour le crédit que le crédit amortissé en raison du fait qu'il n'y a pas d'amortissement partiel du capital avant échéance. Alors, quelles sont les garanties? Les garanties sollicitées par la banque sera constituées du nantissement. Donc, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'avance sur produit nanti, nantissement de stock du bien produit. Et bien les assurances vol, les assurances dégâts d'eau, etc. La domiciliation des recettes. Alors, toujours dans le système, dans le secteur, disons, en prenant l'exemple du secteur agricole, vous achetez avec la matière première avec des coopératives, ils vous livrent, le tiers détenteur confirme, d'accord, etc. Mais la banque demandera toujours d'avoir que les recettes, c'est que le produit des ventes soit domicilié chez eux. Donc, votre client va devoir payer, domicilier les recettes là dans la banque. Donc, il y a toujours, dans ce cas d'espèce, il y aura une ouverture d'un compte sur caisse qui sera alimenté par le produit à encaisser. Alors, il y a aussi le découvert, que vous connaissez, qui est une possibilité, comme j'ai dit tout à l'heure, de donner à un client de passer son compte courant débiteur jusqu'à un montant déterminé, appelé plafond. On peut vous donner un découvert, disons, de 1 million de francs CFA. Donc, vous pouvez être un peu, entre guillemets, dans le rouge jusqu'à 1 million de francs CFA et revenir. Ce type de financement-là, où vous pouvez demander aussi des lignes des lignes de découvert. Alors, donc, où vous êtes autorisé à faire des tirages sur cette ligne-là et être dans le rouge jusqu'à ce qu'on vous paye. Et lorsqu'on vous paye, lorsqu'on vous recevez votre
paiement ou rémunération, par la suite, ce compte-là redevient positif ou le montant du découvert va techniquement diminuer. Alors, le tableau de trésorerie prévisionnelle et son actualisation mensuelle permet de mettre en évidence ces différentes gammes de trésorerie. Donc, comme je l'ai dit, il est très important d'avoir un plan de trésorerie où vous avez des encaissements, tous les encaissements que vous devez faire, donc les factures qu'on vous a payées, etc., les clients, donc tous vos encaissements, et aussi vos différents décaissements. D'accord? Cela, alors que vous faites, vous aurez l'opportunité de voir dans telle période vous avez des tensions de trésorerie. Donc, l'utilisation du découvert ne donne lieu à aucune vérification une fois que l'autorisation et le plafond sont obtenus. Voilà. Donc, ça peut être bien ou ne pas être très bien, ça dépend pour les banques. Parce que, et pour la PME aussi, parce que le découvert, lorsqu'il est obtenu, vu qu'il n'y a pas de contrôle sur l'utilisation, malheureusement, il peut être utilisé à d'autres fins que l'objet même du crédit. Donc, la tentation est grande d'en faire un usage dévié de son premier objet. On peut donc dire que le découvert est un financement sans objet. Parce que ce n'est pas comme une avance sur produit gagé où il y a une vérification de la marchandise, etc., avant paiement. Mais ce découvert, lorsque vous allez négocier et l'accorder, vous pouvez l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Donc, le financement c'est donc, à mon humble avis, c'est un des financements les plus dangereux qui sont en raison du fait que son utilisation et son remboursement ne sont pas contrôlables par l'un et assurés par l'autre et pour l'autre. Alors, bien évidemment, le coût, il y a toujours des AGO qui sont très élevés lorsque le découvert est utilisé. Le plafond du découvert se décale vers le haut de manière automatique par l'inclusion des AGO. Le risque, le découvert se transforme en créance douteuse au bout de 3 mois. Voilà, donc après, si vous êtes en découvert pendant plus de 3 mois, votre compte peut être considéré comme une créance douteuse. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'une créance douteuse qui ne connaît pas de mouvement créditeur significatif? Alors, donc, vous êtes toujours, entre guillemets, dans le rouge. Pour éviter le déclassement en créance douteuse, on consolide le montant du découvert en un crédit amortissable. D'accord? Donc, ça, c'est une technique si vous êtes vraiment constamment en découvert, afin d'éviter, comme j'avais touché tout à l'heure, d'éviter d'être en créance douteuse et par conséquent être fiché au bureau de crédit et l'information, je vous conseille fortement de vous faire accompagner par une structure d'appui et d'encadrement ou une IOB comme la nôtre pour vraiment conseiller, pour voir comment est-ce que vous pouvez faire. Il y a des négociations. Comme on disait, si vous êtes tout le temps en découvert, pour une situation où on peut, vous pouvez demander à ce que ce découvert soit transformé vraiment en crédit amortissable dont le remboursement sera compatible vraiment à votre capacité de remboursement. Alors, quelles sont les garanties associées à un découvert? Alors, il peut y avoir aussi des garanties classiques pour les découverts. La garantie usuelle, comme une hypothèque, une caution hypothécaire, etc. Assurance d'un bien hypothéqué, délégué au profit de la banque, les maîtrises du flux de banque, la CIP, la caution personnelle solitaire des actionnaires ou des dirigeants. Alors, la banque contrôle le fonctionnement du découvert à travers la carte de mouvement compte du client. Alors, un autre moyen qui est très, très prisé par les PME et je pense qu'il doit être plus utilisé, est l'affacturage. Récemment, même l'État de Côte d'Ivoire a ratifié une loi sur l'affacturage. Alors, qu'est-ce que l'affacturage? C'est vraiment le rachat
d'une créance matérialisée par une facture grâce à une subrogation de la créance au profit de l'institution qui l'achète. D'accord? Certaines structures la traitent sous forme d'avance faite à un client sur encaissement futur de sa facture auprès de son autre client. D'accord? Cet instrument permet de refinancer le post-client du bilan. Donc, en gros, vous avez fait des travaux où vous avez travaillé, vous avez produit un service pour un de vos clients. D'accord? Vous avez émis une facture. Vous avez émis une facture, mais vous, par exemple, vous avez dit les délais de paiement sont sur 90 jours. Donc, 3 mois. Alors qu'actuellement, vous avez fait le travail, vous avez payé, vous avez eu des charges, vous avez payé de vos employés, etc. Vous avez besoin de rémunération maintenant. Vous ne pouvez pas forcément attendre les 3 mois qui suivent pour pouvoir rentrer dans vos fonds. Donc là, quand cette situation survient, vous pouvez approcher des établissements financiers, des banques aussi, pour de la facturation. C'est-à-dire que votre facture de, disons, je prends un exemple de 1 million que vous devez recevoir dans 3 mois, vous pouvez recevoir dès aujourd'hui, dans les jours qui suivent, un montant, un pourcentage conséquent de ces 1 million. Donc, on va prendre, disons, 80%. Donc, la banque vous allez déléguer le paiement de votre facture à la banque et la banque va vous avancer, disons, 800 000 francs sur les 100 millions. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça vous permet, si vous avez beaucoup de factures qui vont être payées, qui ont des délais de paiement qui sont quand même longs, la facturage est vraiment une des solutions qui peut être adaptée à votre activité. D'accord. Donc, dans le cas d'une véritable cession de créance, le client n'est plus concerné par le risque de non-paiement. Et ça, c'est très, très important à savoir. C'est-à-dire que lorsque vous avez reçu votre acompte, vous avez déposé la facture, vous avez reçu 80%, disons, du montant de la facture. Si jamais votre client a des difficultés ou pour une raison ou une autre, ne paye pas la facture directement à la banque ou à l'établissement financier, ce n'est techniquement plus votre problème, entre guillemets, parce que vous avez déjà reçu ces fonds et cette facture a été déléguée maintenant à l'établissement financier. Donc, dans le cas d'une avance, le client est concerné par le risque de non-paiement, au même titre que l'entreprise tirée. Voilà. Donc, ça, c'est la grande différence. Dans le cas d'une avance, le client est toujours concerné par le risque de non-paiement. C'est-à-dire que si vous avez fait une avance, vous avez reçu une avance sur telle ou telle, une avance par exemple sur bon de commande ou une avance, si jamais le client ne paye pas, vous êtes toujours concerné par ce risque-là, mais pas avec de la facturage. Alors, le coût de la facturage est un peu plus élevé. C'est une avance et des commissions qui viennent s'y greffer. Quels sont les risques? Le risque porte sur la viabilité et encore la pérennibilité et la rentabilité, solvabilité du tiré. Donc, c'est vraiment le client qui doit payer là. C'est pour ça que vous allez voir les banques qui font de la facturage ont une liste de clients qu'ils appellent de bonnes signatures, c'est-à-dire qu'ils sont confortables avec les différentes informations financières qui portent sur la viabilité, pérennité, rentabilité, solvabilité de cette entreprise-là. Donc, ils sont confortables à faire de la facturage sur des factures émises sur ces entreprises-là. Alors, il y a aussi l'escompte. L'escompte. Alors, qu'est-ce que l'escompte? Le problème, le client a vendu son produit moyennant des traites et sollicite sa banque pour une avance sur les encaissements de sa valeur. Donc, l'escompte est une avance consentie par une banque à son client en contrepartie des traites en attente d'encaissement qui cède. C'est donc un instrument de financement du poste valeur réalisable dans la partie bilan. Alors, quels sont les risques? Les risques sont la traite peut être résulter dans la cavalerie. Quand je dis cavalerie, c'est vraiment sans cause.
Le tiré peut être insolvé. C'est possible aussi que le tiré soit insolvable à la date, à l'échéance de la traite. Alors, si vous avez un escompte et l'écrit insolvable, c'est une situation délicate. Bien, les coûts, il y a toujours les AGO, la commission d'escompte, les garanties, la traite avalisée, ça s'appelle une traite avalisée par la banque du tiré, les justificatifs de la transaction commerciale, bon de commande, bon de livraison, facture, etc. L'aspect juridique lié à l'escompte, il peut y avoir des actions au recouvrement, des protraits dès le premier impayé, parce que les escomptes, dès qu'il y a un impayé, ça commence à être, c'est une situation un peu délicate. Le tireur et tiré sont solidairement responsables. Ça à noter. Alors, le crédit documentaire. Qu'est-ce que le crédit documentaire? C'est un instrument de financement d'achat à l'importation, car il permet à l'acheteur de bénéficier de conditions de règlement favorables de la part de sa banque. Qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un engagement par signature que la banque de l'acheteur prend pour régler le fournisseur lorsque ce dernier honorera les termes du contrat commercial qui lie l'acheteur, notamment à la production d'un certain nombre de documents à l'embarquement, des connaissances, lettres, BL, etc. Dernièrement, j'ai un de mes clients qui est dans le secteur agricole qui voulait un financement, mais qui, au départ, n'était pas vraiment adapté. Alors, lui, il recevait de la matière première, il la transformait et lorsqu'il les transformait, il vendait à ses clients, à ses acheteurs qui sont à l'extérieur du pays. Donc, lui, au tout départ, il voulait vraiment de l'investissement, un crédit, disons un crédit amortissable ou un crédit pour acheter de la matière première et le vendre à ses acheteurs. Alors, lorsqu'il vendait ces produits transformés-là, il y a bien vraiment un délai de paiement parce qu'il faut recevoir le BL, etc. Ça prenait du temps. Donc, ce qu'on appelle, on a fait des crédits, vraiment un crédit, on a structuré un crédit documentaire sur la base des BL, des Bill of Lading. Donc, lorsque les marchandises étaient sur le bateau et recevaient les lettres de transport là, on les remettait à la banque qui, dès réception, lui avançait de l'argent et il utilisait cet argent-là pour payer ses fournisseurs. Donc, ces fournisseurs de matière, on a organisé, même on a structuré avec ces fournisseurs qui étaient des coopératives et la banque, on a négocié des termes de paiement qui étaient un peu plus flexibles, de sorte à ce que lorsque la banque fasse le crédit documentaire, il y ait, de sorte que le temps qu'ils reçoivent l'argent de crédit documentaire, ils utilisent une partie de cet argent pour régler leurs fournisseurs locaux au lieu d'attendre que son client reçoive le BL, la lettre de transport, on va dire, avant de les payer. Donc, vraiment, c'était vraiment un délai de 2 semaines à 20 jours, mais qui était vraiment crucial pour ce client-là. Donc, ça, c'est un exemple d'un client qui, par exemple, n'avait pas au départ la bonne notion d'utilisation de son client parce que du type de crédit qu'il lui fallait parce que il a eu, avant de nous approcher, il a eu plusieurs rejets. Mais c'était parce que la demande la demande de crédit n'était pas forcément adaptée. Il voulait du crédit amortissable, alors que vraiment, ce qu'il avait besoin, c'est vraiment des crédits vraiment de vraiment court terme. Je regarde 2 secondes, je crois qu'il y a des questions. D'accord, donc je vais m'arrêter sur. OK. C'est quoi la question? C'est quoi la documentation pour bénéficier de la facturage? Peut-on faire la facturage sur des factures d'achat, demander à la banque de préfinancer nos achats et après on le regarde? 3. C'est quoi la documentation pour bénéficier des crédits spot? Quelles sont les factures? D'accord. Bon, pour la facturage,
bien évidemment, la liste de documents à fournir, bien évidemment la facture. En fonction de l'établissement de crédit, la banque qui va vous donner, qui va vous faire cet affacturage-là, ils auront besoin des informations sur le donneur de facture, donc sur votre client. Est-ce que c'est un client, est-ce que ce client est un client de bonne signature? Parce que comme je le disais tout à l'heure, dans l'affacturage, le risque de non-paiement, c'est que si la banque s'engage à vous donner à vous donner 80% de votre facture, disons, donc sur 1 million, sur 1 million aussi, la banque vous donne 800 000 francs CFA. Elle, derrière, c'est elle qui va faire le recouvrement. Donc, elle a des critères qu'elle va demander, bon, bien dans la facture, les informations sur votre client, etc. Excusez-moi. OK. Donc, la liste des documents va différer en termes en fonction vraiment de l'établissement de crédit. Mais vraiment, il faut présenter l'entreprise, votre acheteur, etc. D'accord. Dans le cas des microfinances, est-ce que nous avons affaire aux mêmes produits? Oui, il y a certaines microfinances qui offrent ce même type de produit. Alors, il y a une autre question de M. Quadio Fabrice qui demande, il dit qu'il n'a pas bien compris la partie leasing. Donc, OK, la partie leasing, disons, je vais prendre un exemple simple. Hein, et vous voyez, dernièrement, il y a plusieurs promotions automobiles, par exemple. Vous voyez des pancartes qui vous disent euh, vous pouvez acheter un véhicule à hauteur de 100 000 francs par mois. D'accord? 100 000 francs par mois. Certaines de ces options-là sont soit, par exemple, ce sera des crédits amortissables. Bon, donc, ça peut être un crédit amortissable sur 5 ans. D'accord? C'est une possibilité. Donc, vous allez payer X montant sur 5 ans. Ou ça peut être aussi du leasing. Donc, vous avez besoin. Donc, pour le leasing, donc, vous avez besoin euh, vous avez besoin d'un véhicule immédiatement pour pouvoir faire face à vos différentes contraintes commerciales, etc. Donc, si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir un crédit de, disons, 10 millions, si le véhicule coûte 10 millions, vous n'avez pas ces 10 millions-là. Mais vous avez la possibilité de débourser, disons, 150 000 chaque mois. D'accord? Vous pouvez avoir accès à ce véhicule-là en vous adressant à une banque ou un établissement financier qui se spécialise, qui offre les services de leasing. Donc, lorsque vous allez demander la proforma du véhicule, la proforma du véhicule là, sera au nom de la banque. Parce que le crédit, pendant que vous payez ces mensualités, à vous, techniquement, vous louez, en guillemets, vous louez ce véhicule-là à la banque. D'accord? Parce que les papiers de ce véhicule-là seront au nom de la banque. D'accord? Et si vous faites un leasing, disons, sur 40, sur, disons, 1 an, d'accord? 1 an. Après une année, vous allez louer, disons, le véhicule sur, disons, 150 000 par mois, etc. Après, vous avez une option de rachat du véhicule. C'est que vous avez une option d'achat puisque c'est vous qui avez loué. C'est comme exactement une maison. Si vous louez la maison, vous louez une maison, les locataires généralement d'une maison, d'une entité, ont un droit de préemption sur l'achat. Donc, c'est-à-dire que si jamais le propriétaire veut vendre le bien, vous avez, vous venez en premier lieu pour pouvoir acheter ça. Non, le leasing ne concerne pas que les engins. Le leasing peut concerner même des équipements. Il y a même des chaudières. J'ai eu accompagné des clients qui ont fait du leasing sur une chaudière. Donc, ce n'est pas forcément des engins. OK.
je vois pour le crédit spot. Comme je dis, quelle est la critère fondamental d'une banque pour octroyer un crédit spot? C'est de savoir, parce que le crédit spot est vraiment du court terme. Donc, le crédit spot, la banque va voilà, analyser vraiment, vous avez besoin, disons, de 10 millions pour faire quoi? Est-ce que vous avez un bon de commande? Ce bon de commande, est-ce qu'il est confirmé? Est-ce qu'il a été confirmé par... est-ce que la banque a pu confirmer avec l'entreprise qu'elle vous doit ça? Est-ce qu'il y a une domiciliation? Est-ce que la banque est sûre qu'elle va être payée dans les délais respectés? Ils vont faire une analyse un peu des différents. Si vous dites oui, ils vont dire, OK, est-ce que vous avez déjà livré cette entreprise-là? Si oui, dans le passé, ils vont faire une analyse des différents paiements que vous avez reçus de cette entreprise-là. Et lorsque, par exemple, si vous dites que, un exemple simple, bon, j'ai reçu un bon de commande, l'entreprise me paye en 60 jours. Ils vont dire, OK, vous avez déjà livré cette entreprise-là, non? Quand vous avez livré cette entreprise, à quelle date dans le passé? Si vous avez livré le 1er janvier, est-ce qu'ils vous ont vraiment payé le 2 février? Ils vont regarder, ils vont faire un peu cette analyse-là pour se rassurer du fait que ce qui est écrit sur papier est ce qui existe rapidement. Donc, vraiment, le crédit spot, c'est vraiment s'assurer que la personne qui va vous payer est solvable et l'a vraiment effectivement fait dans les délais qui sont écrits sur le contrat ou sur le bon de commande. D'accord. Donc, je m'étais arrêté un peu pour répondre à certaines questions, mais notamment bon, sur le crédit documentaire. On était arrivé, je crois, à la partie. Bon, on avait décrit le crédit documentaire, etc. Alors, il y a aussi l'ouverture de la lettre de crédit, documentaire. Donc, l'aide de crédit, il y a la principale mention d'une aide de crédit. Il y a la date d'émission, le code SWIFT, l'adresse du client, le montant du bénéficiaire, forme du crédit documentaire. Si c'est une lettre de crédit stand-by, est-ce que c'est une lettre de crédit irrévocable ou c'est confirmé, transférable? Il faut vraiment avoir tous les termes sur la lettre de crédit. La description du produit à livrer, le tonnage. Parce que les lettres de crédit, il faut vraiment faire très, très attention parce que si vous livrez un produit qui est différent de ce qui a été décrit sur la lettre de crédit, cela peut entraîner dans certains cas des situations de non-paiement. Parce qu'ils vont dire que le client peut dire que vous n'avez pas respecté les termes de la lettre de crédit, etc. Alors, la notification de crédit documentaire. Lorsque la banque du fournisseur reçoit la lettre de crédit, elle l'informe et lui transmet la lettre. Donc, c'est très important de savoir que les lettres de crédit, le transfert doit se faire, les documents doivent se transférer de banque à banque. D'accord? De banque à banque. Il y a certaines fois, les transferts de documents sont faits du client au fournisseur, à l'acheteur, sans passer par la banque. Mais vraiment, il faut éviter tout ce genre, parce que ce genre de procédure-là, parce que lorsque les relations sont bonnes, etc., il n'y a pas de souci. Mais c'est lorsque le client, lorsqu'il y a un souci, et vous n'avez pas respecté les procédures à suivre, lorsqu'il y a ce genre de problème-là, l'acheteur, votre client peut regarder, peut vous dire, il y a eu des vices de procédure, vous n'avez pas suivi à la lettre ce qui devait être les termes de la lettre de crédit, etc. Donc, comme je disais, le fournisseur doit vérifier que les termes de la lettre de crédit sont conformes au contrat commercial passé avec le client. Si vous avez dit que sur le contrat qu'il faut payer tel montant ou tel volume, tel détail, couleur, etc., il faut que ça se doit aussi retracer sur la lettre de crédit.
Pour confronter à partir de l'aide de crédit, le fournisseur peut permettre euh, de mettre en branle le processus de production et d'embarquement. Ok, je vais répondre à ces questions-là juste après, dans quelques minutes. Alors, un autre instrument de financement est la caution. D'accord? Qu'est-ce que la caution? La caution est un instrument de financement qui permet à un offreur de services de services ou de biens d'obtenir auprès de l'acheteur une avance avant réception de la marchandise. D'accord? Donc, la caution, c'est un engagement par signature délivré par une personne physique ou morale au nom de l'offreur en faveur de l'acheteur. À concurrence d'un montant déterminé, principal et intérêt. C'est donc aussi une garantie, ça peut être aussi une garantie personnelle. Quand la caution est délivrée par la banque, elle est appelée caution bancaire. Vous avez, en tant que PME, vous avez dû peut-être donner des cautions bancaires pour certains, certains des marchés que vous avez obtenus. D'accord? Donc, ça, lorsque la banque a émis cette caution-là, c'est que c'est ce qu'on appelle une caution bancaire de X montant qui va vous permettre de soumissionner à tel ou tel marché. La caution doit renoncer à invoquer toute cause, toute cause pour refuser de s'acquitter de ses engagements en cas de nécessité. Donc, il faut que les termes soient vraiment clairs. Voilà. Quels sont les aspects juridiques liés au financement? Bien évidemment, lorsque vous prenez un crédit, il y a une convention de prêt. D'accord? La convention de prêt est passée devant le notaire. Il faut que cette convention-là soit enregistrée, etc. La matérialisation des garanties. Pour une inscription hypothécaire, bien évidemment, si vous mettez un bien, bâti ou non bâti, vous avez émis une hypothèque pour un crédit, il va falloir le faire enregistrer, d'accord? Le faire vérifier. Donc, la vérification de logiciel de la conformité du bien, donner une hypothèque que par le titre foncier, n'est pas frappé par une prénotation judiciaire. Donc, le notaire de la banque va toujours vous demander ce qu'ils appellent le terme me sort un peu de la tête, mais c'est un document des impôts là qui montre que ce bien-là n'est pas enregistré. Il va vous demander l'état foncier. Quel est l'état foncier de votre bien? Est-ce que vous avez des impôts à payer? Est-ce que vous êtes acquitté de tous les impôts? Est-ce que vous n'avez pas mis ce bien-là? Est-ce qu'il n'est pas actuellement en hypothèque avec une autre banque, etc. Pour le nantissement de matériel, il y a des actes de nantissement devant le notaire avec toutes les caractéristiques du bien nanti facilitant son identification. Pour les nantissements de stock, comme j'avais ajouté tout à l'heure, il y a des actes de tierce détention. Donc, le tiers détenteur va faire des rapports à chaque fois qui reçoit la marchandise, etc., qui va transmettre. Alors, comment accéder? Les deux dernières questions, je vais les répondre ici parce qu'on va couvrir un peu comment accéder à un financement. D'accord. Pour bénéficier d'un financement, il faut toujours rassurer la banque. Donc, il y a des points, c'est toujours la viabilité, la pérennité, la viabilité du projet, la pérennité de votre entreprise, la rentabilité de votre entreprise ou du projet, la solvabilité de l'entreprise et vraiment présenter un dossier de demande de financement.
comme je l'ai dit, il y a aussi vraiment des structures comme la nôtre qui peut vous permettre de mettre en place ce genre de mettre en place cette demande de financement qui vont vraiment adresser les besoins de la banque. Parce qu'une demande de financement, il faut qu'elle soit vraiment confortable pour la banque afin qu'elle puisse s'engager vers vous. Alors, quelle doit être la composition de la demande de financement? Il y a la demande, demande officielle, la lettre de demande de financement, évidemment, la présentation de l'entreprise, la présentation du marché et de son évolution, du marché, du secteur d'activité de l'entreprise. Quels sont les aspects techniques et organisationnels du projet? Les aspects financiers, l'analyse, toute une analyse des bilans, des comptes d'exploitation, la rentabilité, sensibilité par rapport aux variables déterminants, etc. Donc, il faut faire des hypothèses à minima, à maxima. L'expression et la justification du besoin, le montage financier, la détermination de la part de l'entreprise, oui, parce que, bon, qu'est-ce que l'entreprise va contribuer, etc. Alors, les garanties proposées. Donc, il faut toujours essayer de penser un peu comme la banque. Il faut s'attendre à demander des garanties. Donc, si, soit ça peut être pas forcément des hypothèques, mais ils vont demander des dépôts de garantie. Alors, comment est-ce qu'on peut les constituer? Est-ce qu'il serait peut-être plus intéressant pour vous, au fur et à mesure que vous recevez des revenus, d'ouvrir un compte ce que vous allez alimenter avec un certain pourcentage des différents paiements que vous recevez, dans l'optique de pouvoir l'utiliser en tant que garantie pour obtenir des financements dans le futur. Donc, il faut vraiment faire beaucoup de planification et éviter, dans la mesure du possible, de fonctionner un peu au jour le jour. Parce que jusqu'à présent, le système bancaire est plus rigide que d'autres zones ou d'autres continents du monde. Donc, il est plus judiciable de vraiment essayer de comprendre. Lorsque vous allez vous mettre dans l'optique de comprendre le fonctionnement des banques, tous ces différents documents ou informations qu'ils demandent, vous allez être à même de pouvoir reconnaître que par exemple, dans un montage de dossier de crédit, vous pouvez dire, OK, nous proposons un DAT, même si vous n'avez pas forcément, si la DAT ou la caution que la banque demande est de 10 millions, vous pouvez, si vous avez par exemple réuni 5 millions, vous pouvez dire on propose 5 millions, mais les autres 5 millions vont être constitués de manière graduelle par un pourcentage un tel pourcentage de différents revenus. Il faut aussi mitiger les risques. Qu'est-ce que les risques et comment est-ce que vous les mitigez? Et proposer une term sheet, etc. Ah, bon, comme on est reparti financement, la term sheet de présentation, c'est vraiment c'est un document qui marque toutes les différentes conditions de financement, notamment le montant. Je peux vous envoyer après un exemple de term sheet. Mais le term sheet doit comprendre l'objet du financement, le montant, la garantie proposée, le terme de la durée, le montant financier, etc., la durée, le droit applicable, etc. Généralement, pas toutes les banques le font, mais généralement, les banques, avant de vous octroyer un crédit, vont vous envoyer ce qu'on appelle une term sheet. Donc, c'est une présentation où il y a tous les éléments dont je viens de citer là. Et vous allez regarder, est-ce que vous êtes confortable avec le montant? Est-ce que l'objet, c'est un financement de bons de commande, mais c'est un financement de trésorerie, ou bien c'est pour l'achat d'équipement? Est-ce que ça convient exactement à ce que vous avez dit? C'est un peu pour retracer toutes les données du crédit.
avant, et lorsque vous êtes d'accord sur cette term sheet-là, c'est ces mêmes éléments qui vont être constitués pour rédiger la convention de crédit. D'accord? Donc, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu, entre guillemets, le brouillon de la convention de crédit parce qu'il va retracer tous les termes. Et lorsque, voilà, c'est, et lorsque, mais il faut bien comprendre que lorsqu'une term sheet n'est pas, ne constitue pas d'obligation pour la banque. Une term sheet, c'est vraiment, on vous présente toutes les informations importantes sur le crédit. Mais c'est pour vous donner ça, pour vous dire, vous demander est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que lorsque vous êtes d'accord, vous pouvez même poser vos signatures ou marquer votre accord et la procédure avance pour plus tard, il y aura la convention de crédit, etc. Combien de temps de domiciliation dans une microfinance pour obtenir un prêt? Bon, généralement, pour les domiciliations, là, c'est toujours minimum 3 à 6 mois, quoi. Généralement, 3 à 6 mois. Parce que la domiciliation, ça permet un peu d'analyser les différents flux, etc., que vous avez, vos flux financiers. Donc, vous permet de comprendre un peu votre crédit, comprendre un peu votre historique, votre fonctionnement. Donc, la durée des discussions de leasing est importante. Là, généralement, pour les traitements de dossiers de leasing, je parle de M. Samassi, le traitement des dossiers de leasing moi, notre structure accompagne dans les délais raisonnables de moins d'un mois, dans 2 à 3 semaines. Généralement, les leasings, ce ne sont pas des longues durées. La dernière question sur la facturage, je ne comprends pas bien. La facturage sur des factures d'achat. Donc, OK, comment la facturage fonctionne? Comme je disais, disons, on va prendre l'exemple de la CIE, d'accord? Ou d'une grande entreprise. Pas forcément une grande entreprise, mais une entreprise de bonne signature. Vous avez fait des travaux, d'accord? Alors, vous avez fini de faire vos travaux, donc vous donnez maintenant, vous émettez une facture, d'accord? Vous partez à la banque, vous dites, vous montez le dossier, vous dites, OK, j'ai effectué ces travaux-là, j'ai dû faire des dépenses, etc. J'ai fait ces travaux, mais je vais être payé dans 3 mois. Alors que j'ai besoin de ces ressources-là maintenant pour pouvoir faire face à mes différentes obligations. Donc, c'est sur cette base-là que la banque va vous donner, pas donner, mais financer, va vous financer à hauteur de généralement 80% du montant de la facture. Donc, vous émettez la facture. D'accord? Donc, quand je dis facture d'achat, je ne comprends pas bien. C'est où vous avez fait un travail, vous émettez une facture. Nous avons D'accord. Monsieur Simon, nous avons reçu un préaccord d'une entreprise française pour acquisition de notre produit encore projet, mais malgré ce document, il nous est difficile d'obtenir un prêt bancaire. Quelles consignes pouvez-vous donner pour nous aider à obtenir un prêt? Bon, comme ça, il faut que je regarde tous les détails, mais notamment préaccord. Il faut que je regarde les termes du préaccord. Est-ce que dans cet accord-là, est-ce qu'il est déterminé le montant, la quantité, les termes de paiement de cette entreprise-là? Est-ce que l'entreprise française dont vous parlez, est-ce qu'elle peut annuler votre commande sans pénalité? C'est-à-dire que vous allez dire qu'il y a un préaccord, mais est-ce que ce préaccord, est-ce que ça veut dire que cette entreprise peut dire du jour au lendemain, bon, je ne veux plus de vos services ou de vos produits et il n'y a pas de... Est-ce que c'est un contrat ferme, etc. C'est tout ça il faut qu'on regarde.
Oui, d'accord. Le crédit spot, ce n'est pas forcément pour un financement de bons de commande. Le crédit spot aussi, ça peut être pour une tension de trésorerie. Par exemple, euh, vous regardez, votre activité. Si par exemple votre activité est sur l'année, par exemple, et vous regardez dans 3 mois, dans 3 mois de l'année, vous regardez vos entrées et vos sorties d'argent dans votre trésorerie. Donc, vous vous rendez compte que vous avez des tensions de trésorerie pendant cette période-là. Vous pouvez demander un crédit spot de 3 mois ou de 6 mois pour pallier à cette tension de trésorerie-là. Donc, ce n'est pas forcément, le crédit spot n'est absolument pas forcément adossé à un bon de commande. Le crédit spot peut être utilisé pour de la trésorerie, pour de la trésorerie ponctuelle, pour d'autres effets, mais pas forcément pour le bon de commande. J'avais utilisé le bon de commande comme un exemple, mais ce n'est pas. Le crédit spot, c'est vraiment pour faire face à des situations, des besoins financiers vraiment de court terme. Et lorsque vous demandez quelquefois la liste de documents à fournir, etc., bon, c'est quelque chose on peut travailler hors présentation, mais parce que je n'ai pas toutes ces listes-là en tête, mais généralement, ce qu'on demande, les documents importants pour obtenir un crédit. Alors, comme on était, je continue maintenant quels sont les éléments à apparaître dans la partie recherche de financement, et la partie aspect technique organisationnel, l'aspect financier, expression et la justification du besoin. Je dis toujours aux PME, imaginez que quelqu'un vient vous demander de l'argent, d'accord? Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Mais avant de donner cet argent, le problème, c'est que l'argent que vous allez donner n'est pas votre argent. Donc, bien évidemment, peut-être que lorsque l'argent que vous donnez est votre argent, peut-être que vous pouvez être plus flexible, mais imaginez que ce n'est pas votre argent, donc vous avez emprunté cet argent pour donner à cette personne-là ou pour prêter à cette personne-là. Donc, lorsque vous rentrez dans cette dynamique, vous commencez à réfléchir, hein, mais en fait, cette personne, je lui prête mon argent, mais j'ai besoin de savoir, oh, tu vois, je te prête cet argent-là, ce n'est pas mon argent. Donc, quand est-ce que tu vas me rembourser? Présente ça, tu vois, c'est dans quel cadre? Est-ce que tu me dis que c'est pour acheter des équipements pour vendre à un client? D'accord? Qu'est-ce qui me dit que tu vas acheter ces équipements-là? Qu'est-ce qui dit que le client va vraiment acheter? Est-ce que vous avez un contrat? D'accord. Oh, ok. Oh, tu me dis que vous avez un contrat. D'accord. Vous avez un contrat et je regarde les termes du contrat. Ok. Donc, est-ce que tu as d'autres contrats, etc., avec d'autres clients? Donc, ça, c'est la partie, disons, aspect financier. Il y a la partie garantie aussi qui dit, OK. Donc, pour ne pas prendre le risque, si vous dit vraiment, pour ne pas prendre le risque que vous donnez vous prêtez l'argent à quelqu'un et il n'achète pas ses équipements, vous pouvez lui dire, OK. Donc, ce que je vais faire, c'est un peu un nantissement. Je vais dire, OK, d'accord, moi, je vais prendre le risque d'acheter moi-même les équipements. Donc, les équipements que tu vas acheter là, au lieu que je te donne 10 millions, tu vas aller acheter les équipements. Je vais dire, OK, dis-moi, c'est qui tu vas acheter cet équipement-là. Moi, qui me fasse la facture, moi-même, je vais l'acheter. Donc, quand j'ai l'équipement, tu viens, tu prends et tu vas vendre à ton client. Quand c'est comme ça, en tant que même personne, vous vous rendez compte que je sécurise un peu cette opération. Donc, mon ami ou mon frère, ma soeur, telle personne m'a demandé 10 millions pour acheter un équipement. Pour éviter que je lui donne 10 millions, qu'elle parte en route et s'achète
bon, je sais pas, d'autres, un sac ou voyage avec cet argent et vient me dire après que oh, malheureusement, je n'ai pas pu. C'est pour ça que les banques mettent tous ces types de mécanismes-là pour essayer de sécuriser en fait leur investissement. Donc, si j'ai utilisé ça, c'est un nantissement d'équipement. Non, les équipements sont là. C'est pour ça que les banques font ce genre de nantissement-là. Et maintenant, vous la vendez. Dès que vous vendez, et puis vous dites, OK, à votre pays, la domiciliation, c'est en fait de dire, vous prêtez je vous ai prêté de l'argent, j'ai acheté l'équipement, donc l'équipement maintenant est là, vous avez le client, et puis je dis OK. Donc moi je te dis, donc ce client-là, quand il paye, au lieu de te payer à toi directement, il peut me payer à moi directement. Et à moi directement, il me paye, j'enlève mon coût d'achat, donc j'ai acheté les équipements, s'il me paye 15 millions, j'ai payé l'équipement à 10 millions, j'enlève mes 10 millions, d'accord? C'est ce que la banque va faire et va enlever ses intérêts et vous retrogradez le reste. Donc, lorsque Jérôme, avec les PM, lorsque on commence à essayer de penser à cette dynamique-là, comment, même personnel de prêt, vous allez mieux comprendre pourquoi les banques demandent tel ou tel document ou essaient vraiment de se sécuriser au maximum pour éviter d'être. Parce que si par exemple vous êtes en impayé, imaginez vous prêtez de l'argent à quelqu'un que vous avez emprunté et cette personne ne vous repaye pas. Est-ce que vous ne vous repayez pas, mais vous avez emprunté cet argent, donc vous devez toujours faire face au remboursement. Alors comment est-ce que vous allez le faire? C'est une question qui est plus délicate. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs garanties qui sont demandées, etc. Voilà. Maintenant, il y a la recherche de financement. Ça, à mon humble avis, la recherche de financement, c'est un travail de professionnel qui doit se faire parce que nous le faisons de manière journalière et on voit plusieurs entreprises qui, malheureusement, quelquefois, essaient de le faire eux-mêmes. C'est un travail et perdent leur temps, n'arrivent pas à trouver gain de cause, font des demandes de financement qui ne sont pas adaptées à leur activité. Parce qu'après, allez vous demander, ah, moi, je veux un crédit amortissable pour des bons de commande, par exemple. Alors, la banque va dire, mais tu me demandes un crédit amortissable alors que ton besoin est vraiment un besoin de financement court terme sur 3 mois. Alors, donc, ça veut dire que si tu me dis, tu veux un crédit sur du long terme, mais ton besoin est vraiment du court terme, ça veut dire que tu ne veux pas utiliser vraiment cet argent à bon escient. Donc, il faut être logique aussi dans ses propos et dans ses demandes. D'accord. Donc, qu'est-ce que la recherche de financement? Bon, je suppose des ressources de financement bancaire et alternatives existant sur le marché. Il s'agit de soumettre pour validation aux institutions financières sélectionnées de leurs conditions, le dossier préparé, de discuter avec ces derniers du dossier et d'obtenir leurs décisions favorables. De se faire aussi accompagner à structurer toute cette demande-là afin de pouvoir obtenir gain de cause. Et moi, je suis encore humblement, je pense vraiment se faire accompagner revient toujours moins cher que d'essayer de trouver un financement euh, par soi-même lorsque vous n'avez pas tous les outils pour le faire. Lorsque vous avez les outils pour le faire, il n'y a pas de souci. Même ce qu'on voit sur le marché, c'est que plusieurs entreprises essaient de le faire d'eux-mêmes. Et le dirigeant de cette entreprise, vous allez voir, il va courir de banque en banque, perdre des mois de l'année, quelquefois 6 mois, 8 mois ou plus, et on va se rendre compte que le temps qu'il a passé dans la recherche de financement, s'il avait peut-être accroché un cabinet agréé comme le nôtre, avec des professionnels pour le faire, parce que nous, on peut toucher plusieurs banques en une seule fois. C'est ça, parce que nous, on est intermédiaire dans l'opération de banque. Donc, on a des partenaires fermes avec plusieurs banques à la fois. On peut toucher ces banques-là, on peut approcher plusieurs banques en une fois et vraiment focuser, mettre votre énergie vraiment sur le développement de votre activité. Le prix à payer par rapport, parce que le temps d'un dirigeant d'entreprise, c'est de l'argent. Voilà. Si vous perdez du temps à faire des démarches dont vous n'êtes pas forcément outillé, je n'ai pas dit qu'il faut absolument utiliser des structures comme la nôtre, mais si vous réalisez que vous n'avez pas forcément les outils, il serait judiciable de les utiliser, de vous faire gagner du temps et de développer votre entreprise. Parce que les commissions ou les frais que vous allez payer vont
je pourrais dire généralement à plus de 90%, le temps que vous perdez à chercher ça est vraiment supérieurs aux différentes commissions ou frais que vous allez avoir à faire face. Donc, c'est vraiment, on est arrivé au terme de cette présentation. Donc, je vais regarder, je vous remercie vraiment pour toute votre attention et je vais regarder les dernières questions que je n'avais pas vues. Monsieur Amemateko, je pense qu'on a des mains levées. Merci pour votre intervention. On a des mains levées, donc on peut leur passer la parole également. Ah, vu que vous étiez en présentation, on n'a pas voulu ouvrir les micros, mais on peut les ouvrir maintenant. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, allez-y. D'accord. Donc, on va prendre monsieur Fred Kwasi Ngota. On va prendre ensuite monsieur Samassi Vadjiba. Monsieur Kwasi, votre micro n'est pas encore ouvert. Vous avez la parole. Allô? Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, je vous entends. D'accord. Oui. Alors, je voulais demander, en ce qui concerne la recherche de financement, oui, c'est quoi en fait la facturation pour bénéficier de vos services? Et est-ce que vous êtes rémunéré sur la performance? C'est-à-dire que c'est lorsque la personne bénéficie du crédit que vous prenez vos commissions. Est-ce qu'il y a des frais de montage de dossier? Je veux comprendre un peu comment se passe la tarification. D'accord, ok. La tarification se passe de la manière suivante. Bien évidemment, on analyse les différents, le projet, etc. Bon, disons, après analyse, on est d'accord, on pense qu'on va pouvoir vous trouver un financement. On signe une convention qui nous lie de nous à vous, d'accord, en tant qu'entreprise. Et on a des frais de montage et de structuration de dossiers, notamment de frais de business plan, de dossiers de financement. Mais ces frais-là ne sont pas très, très élevés. Et à la fin, on a une commission de succès. Donc, la commission de succès, c'est vraiment lorsque vous avez obtenu votre financement-là que nous sommes payés. Moi, personnellement, en tant que dirigeant, c'est sur les frais de succès, là, la commission de succès que je suis rémunéré. Les frais de montage de dossiers, etc., on les utilise pour faire face il faut tout un travail. On a des staffs, etc. Mais nous, notre intérêt, c'est de voir du succès, c'est que vous obtenez votre financement. Voilà. Et bon, pour ajouter la raison, certaines questions sont, mais pourquoi vous ne prenez pas que du 100%? Mais sur certains niveaux de financement, bon, ça, généralement, c'est hors PME. Plus qu'on travaille avec des grandes entreprises aussi, quand on rentre dans des montants conséquents, ce qu'on dit, on dit, OK, les frais de dossier, de montage, de business plan, etc., ils sont déduits de la commission de succès. Donc, voilà. Donc, en gros, quand vous allez obtenir le financement, c'est comme si vous n'avez pas payé ces frais de montage, etc. Ouais. Voilà. Et j'aimerais ajouter les chiffres. Parce que la commission, elle varie de combien? 5%? 6%? Non, la commission, bon, ça varie. La commission va jusqu'à 5 à 6, on va dire de 2 et quelques à 7%. Voilà. Vous avez un montant minimum que vous financez. En deçà de 10 millions, est-ce qu'on peut avoir recours à vos services? Oui, on a déjà, comme je dis, nous, on travaille avec des PME et des grandes entreprises. Même avec des TPE. On a eu à financer des projets de moins de 10 millions. Par exemple, on a eu à faire ce genre de projet. La raison pour laquelle, je vais juste ajouter, on se comprenne, c'est que quelquefois, quand vous faites du 100% commission, la recherche de financement, c'est vraiment un travail qu'on fait tous ensemble. Généralement, lorsque une personne, et ça c'est l'être humain, hein, lorsqu'une personne n'a pas engagé des frais, la personne peut à un moment être laxiste. Par exemple, il y aura des documents à produire. Il y aura telle ou telle analyse à faire. Généralement, quand une entité morale n'a fait aucun investissement, elle peut se sentir un peu laxiste en termes de production d'éléments, etc. Et donc, ça retarde tout le process.
il faut que ça montre, même vous, comme on travaille avec des fonds d'investissement, des grands fonds d'investissement, etc., quelquefois, ils nous disent, sur des projets de milliards, etc., ils disent, bon, OK, nous, nos frais de commission, etc., nos frais de dossier qui vont comprendre la due diligence, quelquefois, c'est peut-être 15-20 millions. Et ils nous disent que, bon, si quelqu'un veut, disons, 1 milliard et n'est pas prêt à payer 15-20 millions pour un travail de professionnel qui est très bien détaillé, ça veut dire que peut-être que cette personne-là n'est pas vraiment motivée parce qu'il y a un petit problème. C'est un peu ça l'idée, en fait, derrière. Sinon, vraiment, on aurait bien aimé se renumérer qu'avec du succès, mais on est une entreprise aussi. Lorsque je travaille sur le dossier de monsieur A, ça veut dire que j'ai moins de temps pour travailler sur le dossier de monsieur B. Donc, il faut faire vraiment bon, on n'a que 24 heures aussi, hein, donc il faut organiser. La recherche de financement prend du temps, etc. Voilà. C'est quoi vos délais? Est-ce que vous prenez combien de temps pour faire un retour client? C'est 2 semaines, 1 mois? Pour faire quoi? Pour faire un retour client sur l'octroi du crédit. Lorsqu'il fait l'ouverture d'un dossier, le traitement prend combien de temps? Notre traitement, OK, généralement, si c'est pour un dossier structuré, c'est que bon de commande à facturage, etc., ça c'est assez rapide. Ça, en une semaine, si on a tous les éléments, on peut les traiter. Les dossiers d'investissement, je ne parle pas du traitement d'un autre. Parce que nous, donc, disons, on a jusqu'à 2 semaines, nous, on peut traiter les dossiers. On traite le dossier en interne et on peut l'envoyer à la banque. Maintenant, pour les dossiers d'investissement, etc., ça, on va dire, pour bien traiter un bon dossier, ça va prendre au moins 3 semaines. Ça dépend, en fait, du montant, de la complexité, etc. Mais je veux dire que dans les délais d'un mois, on traite des dossiers. Pour des financements de bons de commande, etc., en 1 semaine, 2 semaines même, on a déjà eu à obtenir des financements pour des clients. OK, merci. Merci beaucoup, monsieur. OK, merci. Merci, monsieur Kwasi. Monsieur Samassi Vadjiba, vous avez la parole. Oui. Merci encore, manager. Ma question va toujours tourner autour de, comment on appelle ça, autour du leasing. Comme je l'ai dit tantôt, je me lance nouvellement dans le BTP et j'ai besoin de certains gros engins. Monsieur Amemateko, est-ce que vous entendez? Parce que je pense que j'ai des difficultés à entendre. D'accord. Allez-y, monsieur Samassi. Voilà, donc je disais que j'ai besoin de gros engins par moment. Et pour être efficace dans le travail, il n'est pas intéressant de faire tout le temps des locations. Il est plus intéressant d'avoir son engin et puis de pouvoir travailler. D'accord. Donc, mon souci, c'est comment est-ce que je peux acquérir, en fonction des marchés que j'ai sur place, comment je peux acquérir du matériel pour pouvoir travailler avec un accompagnement, bien sûr. Merci. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pour le leasing, bien évidemment, on doit faire une analyse des différents projets que vous avez, des projets que vous avez déjà effectués, etc., et des projets à venir. Par exemple, si vous devez louer, disons, un excavateur sur un projet spécifique, est-ce que, parce que du leasing, vous allez devoir avoir, ça sera sur au moins du 24 à 48 mois que vous allez devoir payer, louer, entre guillemets, faire du leasing sur cet engin-là. Est-ce que vos contrats sont ponctuels? Ou si par exemple, vous me dites que vous avez un contrat avec une telle mine sur 2 ans, ou bien sûr, même sur 1 mois, ou bien non, même sur 12 mois, on peut faire des analyses pour dire, OK, cet engin-là, on a un leasing, il sera utilisé pour cette entreprise-là. Et en plus de ça, l'entreprise va aussi pouvoir le louer à d'autres entreprises, etc. Ouais. OK, mais bon, ce que je veux plus ressentir ici, c'est que moi, je veux acquérir mon matériel. Je veux marcher pas avec des mines, non, mais plutôt avec des particuliers. Et c'est vraiment du bâtiment. Donc, je me retrouve en train de construire des R+1, des maisons basses même par moment. J'ai besoin de bétonnières, j'ai besoin souvent d'un gradeur pour me faire le terrassement. J'ai besoin de... Enfin, je veux dire, ce genre d'outillage. D'accord, oui, si vous avez... Est-ce que je dois prendre attache avec vous ou bien est-ce que je veux partir directement à ma banque
Parce que, bon, d'accord. Oui. Moi dans ce cas d'espèce, je souhaite que vous preniez attache avec moi ou bien un autre membre de mon équipe afin que on en discute vraiment en plus de détails. OK, quel type de machine? Évidemment, il faut que la machine soit nouvelle. Quel est le montant? Généralement, on va voir aussi vos projets là. Généralement la moyenne de vos projets en termes de montant, les délais de paiement, etc. Ça, c'est des détails qu'on doit travailler en offre, quoi, parce qu'on ne peut pas le faire techniquement ici. Mais je suis disposé à le faire après la conférence. Parce que vraiment, c'est notre corps de métier, c'est ce qu'on fait. Et on est passionné à le faire parce on veut voir éclore le maximum de PME. Bien, merci. Nous aussi, on veut avancer, on veut évoluer. Et c'est pour ça que ces informations nous sont bénéfiques. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème, je vous remercie. Je crois que mes contacts, mon mail, tout ça sera partagé après. Voilà. Ok, merci. Merci, M. Samassi. M. Kwaku Lambé Nguesson. M. Kwaku Lambé Nguesson, votre micro n'est pas ouvert. On vous entend. Allez-y. Ok, d'accord. Bonsoir à vous. J'ai quelques préoccupations que je voulais soumettre aux conférenciers. Le premier point, ça concerne les chèques barrés. Au fait, je voulais savoir, peut-être j'ai un chèque à mon nom et j'ai fait des opérations avec un fournisseur, mais mon chèque n'est pas barré. Est-ce que je peux prendre une règle et puis mettre des droits parallèles sur le chèque pour remettre au fournisseur? Est-ce pour un peu de sécurité, si c'est possible? Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est au niveau aussi des supports de cours là. Bon, ils ont dit qu'ils vont nous envoyer par voie électronique. Il y a de cela des cours que j'ai fait, je n'ai pas encore reçu. Je ne sais pas si c'est ça concerne l'agence PME. Merci. D'accord. Oui, en ce qui concerne les chèques barrés, vous pouvez effectivement prendre un chèque non barré et faire les deux barres là sur le côté droit. En tout cas, j'ai déjà vu ça, je l'ai déjà fait personnellement sur le côté droit du chèque. Et que vous regardez comment les chèques barrés là sont faits, vous faites ça exactement. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu. Bon, je ne le fais pas très souvent, mais j'ai déjà eu à le faire, mais je n'ai pas eu de retour négatif. Donc, ça a été accepté. D'accord. Merci bien. OK. Bon, l'autre question là, c'est à l'agence PME. Donc, ça, c'est pas au conférencier. D'accord, OK. Bon, donc, je vais laisser. Monsieur Lambert, est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? Je disais qu'il y a des cours, j'ai reçu quelques cours des sports numériques, mais il y a 2, 3, 4 cours que j'ai fait. Je n'ai pas encore reçu. Je ne sais pas si les autres ont reçu, c'est une option, donc je voulais en savoir plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'envoyer votre adresse mail par le chat et on vous enverra ensuite les cours. En principe, vous devez recevoir les cours après les formations ou bien voir les liens parce qu'on met les cours sur YouTube après. Donc, c'est possible de télécharger le support. Mais sinon, on va vous envoyer directement le support. D'accord. C'est bien. On a aussi qui souhaite poser une question. Allô? Alors, le nom qui s'affiche à l'écran, c'est OC. Vous avez la possibilité d'ouvrir le micro maintenant et parler. Donc, voilà, le micro est ouvert. Est-ce que vous nous entendez? Tu as certainement sous le logo. J'entends très mal, hein? Je ne sais pas. Chaque logo. Oui, nous également. Alors, OC ou monsieur Didier Sengo, l'un d'entre vous peut prendre la parole. Les deux micros sont ouverts. Allô, est-ce que vous m'entendez? On vous entend, monsieur Sengo Didier. D'accord. Alors, je vous remercie déjà de me laisser parler. Alors, c'est moi qui avais demandé par rapport à l'entreprise française en question. D'accord. Voilà. Alors, j'aimerais donc savoir, vu que vous m'avez répondu dans le chat, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais je n'ai pas voulu en fait dévoiler le nom de l'entreprise. Si c'était possible en fait que je reçoive vos coordonnées, histoire de
d'avoir une séance avec vous, en fait. Voilà, vu que nous, on a essayé déjà avec les recours qu'on a ici, on n'a pas pu. On va donc essayer avec votre entreprise, histoire de voir si avec vous, on a gagné cause, en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense, bon, ça, je m'adresse plutôt à l'agence Côte d'Ivoire PME. Je vais partager mes contacts, mon email et mon numéro de téléphone de l'entreprise et aussi de personnel. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, vous les aurez. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. À moins beaucoup. que l'agence Côte d'Ivoire PME, si je peux le faire dans le chat pour mon email. Monsieur Amemateko, vous pouvez le faire directement. Sinon, si vous l'avez sur le visuel, vous pouvez également le partager. D'accord, ok. Je mets mon mail dans le chat. Ça, vous l'avez. Monsieur Amemateko, je pense qu'on n'a plus de questions. Donc, si vous avez un mot de fin. J'aimerais tout d'abord vous remercier, l'agence Côte d'Ivoire PME encore une fois de me donner l'opportunité d'essayer de servir des PME. Et je remercie aussi les participants d'avoir pris leur temps précieux de venir se former avec moi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on est aussi une structure d'appui et d'encadrement des PME et on est vraiment disposé à vous aider et à marcher ensemble afin de vous trouver un financement adéquat. Ça, c'est vraiment un financement adéquat pour votre activité. Merci, M. Amemateko. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je rappelle que les webinaires sont tous enregistrés. Je le disais à M. Kouassi tout à l'heure. Après enregistrement, ils sont republiés sur la page YouTube de l'agence Côte d'Ivoire PME avec les supports de formation. Certains sont déjà disponibles en ligne. Merci à vous, merci à M. Amemateko et bonne fin de journée à tous. Merci encore, et au revoir et bon après-midi. Merci. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.